Face à la bande, votre rendez-vous politique. Nous recevons David Cormand, député Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. David Cormand, question très rapide, David Cormand. Est-ce que la Roumanie et la Bulgarie, elles font partie de l'Union européenne ? Aux dernières nouvelles, oui. Mais vous savez, ça peut changer. La Grande-Bretagne en a fait partie et l'a quitté. Alors, je vous pose cette question. Bien sûr, je vous pose cette question, David Cormand, vis-à-vis de l'émission Au Tableau à laquelle Yannick Jadot a participé dimanche dernier. Oui, ce sont les enfants face à lui qui l'ont corrigé sur ce sujet, qui lui ont appris visiblement que la Roumanie et la Bulgarie faisaient effectivement partie de l'Union européenne. David Cormand, ça fait 12 ans que Yannick Jadot est député européen depuis 2009. Est-ce que c'est pas inquiétant qu'il apprenne qu'il a des collègues de ces nationalités ? Non, je crois qu'il sait que la Roumanie et la Bulgarie faisaient partie de l'Union européenne. Je crois qu'il y avait une petite difficulté de la situer sur la carte vierge. Donc oui, on peut se moquer. Après, vous savez, c'est toujours un exercice un peu compliqué. Quand vous avez une carte vierge, vous êtes un peu stressé. Alors, en l'occurrence, David Cormand, c'était pas le cas en l'occurrence. Il a eu du mal à distinguer les pays baltes, mais la Bulgarie et la Roumanie, il a affirmé qu'elles ne faisaient pas partie de l'Union européenne. Mais est-ce que ça donne une image franchement sérieuse du candidat à l'élection présidentielle, David Cormand ? Écoutez, vous savez, Yannick Jadot, il est, vous l'avez rappelé, député européen depuis 12 ans. Il fait partie des députés européens d'ailleurs les plus respectés dans l'institution. Il a mené des combats notamment contre les traités de libre-échange quand personne ne le faisait encore. Et si vous interrogez les collègues là au Parlement, que ce soit des parlementaires ou dans les institutions, oui, il est un député européen particulièrement solide. D'accord. Et donc vous travaillez tous les jours donc avec ces députés roumains également, bulgares. Est-ce qu'il y a des alliances qui sont créées avec ces gens-là ? Pourquoi en fait on se demande finalement, Yannick Jadot n'a pas l'air très au fait de ce qui se passe à l'extérieur de la partie française de l'Union européenne. Ah non, au contraire, quand vous devez mener des coalitions au Parlement, vous êtes obligé, et c'est une bonne chose d'ailleurs, de non pas avoir le point de vue uniquement franco-français, mais d'avoir un point de vue avec les autres pays, sinon vous n'avez pas de majorité. C'est d'ailleurs pour ça que les Verts européens sont organisés avec de nombreux pays européens où il y a aussi des écologistes. Et donc vous êtes obligé, ça c'est un exercice démocratique qui est intéressant, de sortir, de vous extraire d'uniquement la politique nationale pour avoir une vision plus large des choses. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, David Cormand, vis-à-vis des combats de Yannick Jadot au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen. Vous avez dit qu'il a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à vraiment s'opposer à certains traités de libre-échange. Par essence, l'Union européenne, David Cormand, est une union pour le libre-échange, est une union justement de traités en faveur du libéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas une petite opposition entre justement ce qu'est l'Union européenne et ce que défend Yannick Jadot en son sein ? D'abord, je crois que vous confondez deux choses, si je peux me permettre. Les traités qui régissent l'Union européenne et les traités dits de libre-échange que réalise l'Union européenne avec d'autres parties du monde. Les traités qui régissent l'Union européenne, ils ont des logiques, notamment économiques, sur le fait de favoriser le marché, avec y compris des biais idéologiques que nous, les Verts, nous combattons, à la fois pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons environnementales. Mais l'Union européenne, c'est aussi une communauté de valeurs, par exemple sur l'état de droit. Vous avez peut-être entendu parler que d'ailleurs en ce moment, l'Union européenne, elle combat des pays, elle conteste en tout cas des gouvernements comme la Pologne et la Hongrie, qui ont des pratiques au sein de leur pays qui sont contraires à ce qu'on appelle l'état de droit. Alors la Hongrie d'ailleurs qui est en train de vivre une élection présidentielle, tout comme en France, et j'aimerais justement qu'on revienne sur l'Hexagone, David Cormand. Dimanche dernier, toujours le candidat d'Europe Écologie Les Verts était en meeting au Zénith de Paris. Il s'y est montré très critique envers Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus qu'envers tous les autres candidats. Aujourd'hui, plus qu'Emmanuel Macron, plus que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon c'est devenu l'homme à abattre pour Yannick Jadot. Vous n'avez pas dû bien écouter son discours parce que moi j'y étais et les critiques ont été adressées, elles l'ont été bien sûr à l'extrême droite et ça c'est un des fondamentaux des Verts qui depuis toujours ont été particulièrement clairs par rapport au combat contre ce que représente l'extrême droite et puis il a été aussi, je trouve, particulièrement virulent par rapport à Emmanuel Macron en parlant de la République des lobbies et que c'est nous qui étions présidents, nous chasserions les lobbies. Et après, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a d'ailleurs même pas cité dans ce meeting,
Il a rappelé, c'est normal. David Corman, oui, il ne l'a pas cité, mais il y a eu quand même de nombreuses piques adressées à son égard. Il a, voilà. Non, pas de nombreuses. On ne vote pas en oubliant le passé. C'est ce qu'il disait, en oubliant les ambiguïtés. Non, mais laissez-moi terminer, David Corman. Quand il dit qu'on n'oublie pas les ambiguïtés avec les complotistes de la crise, il critique aussi ses positions vis-à-vis de la Russie, en disant, voilà, ceux qui refusent d'appeler un dictateur, il vise clairement Jean-Luc Mélenchon à cet instant. Selon vous, donc, c'était pas adressé à Jean-Luc Mélenchon? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que lui, il l'a pas cité, donc on peut pas parler d'attaque ad hominem très violente. Et après, excusez-moi de vous dire qu'on est dans une campagne électorale et il y a rien de scandaleux. Au contraire, d'éclairer les électrices et les électeurs en rappelant y compris ce qui peut nous distinguer. Et avec Jean-Luc Mélenchon, puisque vous m'interrogez sur lui, oui, nous avons des différences avec lui sur la vision géopolitique, nos visions géopolitiques respectives, et c'est pas nouveau, une vision géopolitique à Jean-Luc Mélenchon qui implique une forme de bienveillance par rapport à la Russie, y compris par rapport à la Russie de Poutine. Et donc ça, c'est une différence importante, on a le droit de le dire. Nous avons des différences aussi d'ailleurs sur la conception de l'Union européenne. Et avant une élection, dire ces choses-là, c'est pas nécessairement des attaques violentes. Et par ailleurs, je crois qu'on se trompe pas d'adversaire en réservant nos plus ardentes critiques à l'extrême droite. Vous dites, David Corman, que Jean-Luc Mélenchon a une sympathie pour la Russie? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que sa vision géopolitique, et il l'a dit lui-même plusieurs fois, il a dit textuellement, par exemple, que pour lui, la Russie de Poutine était un partenaire fiable, contrairement aux États-Unis. C'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qu'il a exprimées. Donc selon vous, les États-Unis, eux, sont un très bon partenaire économique lorsque, par exemple, ils nous passent devant avec l'affaire des sous-marins en Australie, lorsqu'ils nous passent devant également lorsqu'il s'agit de refaire la marine nationale grecque, lorsqu'ils vendent aussi donc des avions de chasse à la Finlande, au lieu donc pour la Finlande d'acheter des avions de chasse français. Selon vous, donc ça, c'est un partenaire économique fiable? Mais moi, je vous dis pas ça. Je vous dis que c'est d'abord différent. Enfin, j'espère que dans votre esprit, c'est un peu différent de se conduire en concurrent économique que d'envahir, comme est en train de le faire la Russie l'Ukraine. Si vous mettez un signe égal entre les deux choses, effectivement. Alors c'est pas ce qu'on fait. On ne met pas en parallèle les deux. On dit juste, je vous pose la question. Non, on ne met pas en parallèle une invasion militaire et des contrats qui nous passent sous le nez. On dit, je vous pose juste la question. Est-ce que au vu de ces contrats qui nous sont passés le nez sous le nez, vous venez de dire que à la remarque, à la citation de Jean-Luc Mélenchon, vous me dites, ah oui, mais les États-Unis, c'est pareil, eux aussi, ils sont pas fiables. Je vous réponds qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, j'espère que vous ne le faites pas vraiment non plus, le fait d'être concurrent commercial et le fait d'envahir par la violence un pays, ou d'empoisonner des opposants politiques, ou de bombarder les civils en Syrie, comme M. Poutine l'a fait. Alors, ce n'est pas ce qu'on fait effectivement, David Corman. Néanmoins, lorsque vous parlez justement de la question des opposants politiques, il y a le nom de Julian Assange qui revient souvent concernant les États-Unis. Julian Assange qui est depuis 10 ans enfermé au Royaume-Uni, qui est donc sous la menace d'être extradé vers les États-Unis pour y passer plus de 170 ans selon la loi américaine. Est-ce que là, il y a aussi des questions de liberté de la presse chez les États-Unis qui sont parfois occultées par Yannick Jadot? Alors, pas du tout. D'ailleurs, les Verts soutiennent dans sa lutte Julian Assange depuis longtemps, au nom parce qu'il est, comme d'autres, des lanceurs d'alerte. Et les Verts soutiennent les lanceurs d'alerte. Après, encore une fois, je vous alerte sur le fait de comparer ce qui relève d'un verdict injuste des États-Unis vis-à-vis d'Assange de la conduite d'un dictateur. Sauf si vous me dites que Biden est au même titre que Vladimir Poutine un dictateur. Et si c'est ça que vous pensez, moi je pense pas la même chose. Alors on ne pense pas. C'est pour ça qu'on est en désaccord. On n'est pas en désaccord là-dessus, mais David Corman, on est donc à 9 jours du premier tour de la présidentielle en France. Pour l'homme de gauche que vous êtes, est-ce que selon vous c'est quand même judicieux d'essayer de casser l'élan du meilleur espoir de la gauche d'arriver au second tour? Voilà une question tout à fait neutre dans la façon dont vous la posez. Mais elle est néanmoins intéressante. Le fait est que les chiffres ne sont pas neutres, David Corman. Yannick Jadot est à 6%, Jean-Luc Mélenchon continue de grimper, il est pour l'instant à 16%. Vous m'apportez une information, je pensais que les gens n'avaient pas encore voté, moi. Et si vous connaissez déjà les résultats, c'est une bonne chose. Donc là, vous êtes en train de me parler des sondages. D'abord, moi, je pense qu'on a le droit d'avoir des différences. Et que Jean-Luc Mélenchon porte une offre politique, et si les gens veulent voter
pour lui, c'est très bien, mais il y a tout un tas de gens qui ne souhaitent pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et ils ont le droit d'avoir un choix. Ça s'appelle la démocratie. Et donc, les Verts, les écologistes, portent une histoire politique depuis longtemps qui ne se réduit pas d'ailleurs à la gauche, puisque vous me dites, vous êtes un homme de gauche. Moi, je suis avant tout un écologiste. J'espère que ça vous choque pas trop. Mais j'ai des valeurs de gauche, je me réfère en tout cas à un certain nombre de valeurs de gauche, mais je ne milite pas dans un parti issu de la gauche traditionnelle marxiste. Je milite dans un parti qui s'appelle les Verts, Europe Écologie Les Verts, et qui est un parti écologiste. Et qui a des candidats quasiment à toutes les élections présidentielles depuis 1974 et qui portent un certain nombre d'idées. Et dans une démocratie auquel vous semblez être très attaché, ça me paraît pas choquant que des candidatures puissent se présenter. Pour vous, David Cormand, pour vous, la France... À la façon dont vous posez la question, ça sous-entend qu'en fait, si la France insoumise devait ne pas accéder au deuxième tour, ça serait à cause des autres candidatures. Enfin, c'est quand même une tournure. Alors, c'est pas ce qu'on dit, justement, mais dans les faits, textuellement, votre question, c'était, est-ce que ça vous dérange pas de faire obstacle? Donc, c'est bien que vous considérez que les autres candidatures font obstacle à l'éventuelle qualification de la France insoumise. Donc, selon vous, la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, sont deux gauches totalement irréconciliables, selon vous, David Cormand? Ah, ça, c'est pas les termes que j'utilise, c'est le vôtre. Moi, je dis que nous avons des différences. Et des différences, d'ailleurs, on en a parlé. Sur la question géopolitique, on peut considérer secondaire, mais c'est pas mon cas, sur la question de l'Europe, mais y compris d'ailleurs sur la question écologique. Tenez, suite à la guerre en Ukraine, il y a eu la question qui s'est posée, ou pas, de maintenir l'activité de Total, cette multinationale climaticide, en Russie. La position des Verts, en tant qu'écologiste, elle a été très claire. Elle a été de dire, Total ne peut pas continuer son activité gazière et pétrolière en Russie. La position de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire, la place de Total est en Russie. C'est une différence fondamentale. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la détermination de dire qu'il faut une bifurcation écologique et donc assumer le fait que ces multinationales doivent changer d'activité, et de l'autre, face au choc de cette guerre, le fait de dire on verra un peu plus tard. Alors justement, David Cormand, vous dites ces entreprises doivent changer d'activité. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous comptez les aider à justement effectuer ce virage écologique, ou est-ce que non, c'est soit elles changent, soit elles coulent? D'abord, elles ont les moyens de changer d'activité. Total a fait 13 milliards de profits l'année dernière. Donc ces profits, plutôt qu'on versait la plus grande partie... Ils ont fait 13 milliards de profits avec une certaine activité qui est en l'occurrence polluante. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent d'un coup se réorienter sur autre chose. La question qui se pose, quand vous voulez réorienter votre économie et votre modèle économique, c'est qu'avec les profits que vous avez, vous les réinvestissez dans d'autres domaines. Ça pourrait être un choix stratégique de Total. Total gagne de l'argent. Alors dans quel point est-ce que vous appelez Total aujourd'hui à réinvestir pour justement effectuer ce virage climatique? On demande le virage, si j'ose dire, total de Total. C'est-à-dire qu'en fait, si on se paye pas de mots et on considère que le changement climatique la lutte contre le changement climatique est une priorité et qu'on veut respecter les accords de Paris, ça implique de laisser dans le sol 80% des hydrocarbures qui s'y trouvent. Donc ça veut dire clairement dire aux entreprises qui aujourd'hui extraient l'hydrocarbure de ces sols d'arrêter de le faire. Et donc oui, ça veut dire que ces entreprises doivent soit s'adapter, soit effectivement disparaître. Sinon, ça veut dire que le changement climatique va continuer. Mais donc vous dites on doit totalement arrêter aussi d'extraire ces gaz, notamment par exemple le gaz de schiste. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi refuser le gaz de schiste américain que Biden nous propose? Ça serait une très mauvaise idée de substituer au gaz russe le gaz américain, mais n'importe quel autre gaz. C'est-à-dire qu'en fait la bifurcation, y compris la guerre en Ukraine, nous appelle à faire de façon plus rapide, doit faire en sorte qu'en fait on doit se sevrer assez vite et commencer par le gaz russe. Vous savez, le rythme auquel... Mais alors, David, excusez-moi, je vous coupe, mais comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour ne pas prendre de gaz russe, pas prendre de gaz américain et rester souverain sans le nucléaire? Puisque ça, c'est l'un des axes principaux niveau écologie d'Europe Écologie Les Verts, sortir du nucléaire. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépendre des autres, surtout se chauffer tout simplement? D'abord, l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc, le premier axe, c'est la sobriété. La sobriété, par exemple, si vous me parlez du chauffage, c'est de faire ce qu'on sait faire techniquement aujourd'hui, l'isolation de ce qu'on appelle les passoires thermiques, pour qu'il y ait quasiment plus besoin d'énergie pour les chauffer. David Cormand, excusez-moi, oui. David Cormand, merci. On reste ensemble, si vous êtes d'accord, l'équipe a encore quelques questions pour vous.
Face à la bande, votre rendez-vous politique. Nous sommes toujours en compagnie de David Cormand, député Europe Écologie Les Verts et soutien du candidat Yannick Jadot. Vous êtes notre invité et il est temps de faire face à la bande. Pour commencer, une question de Benjamin Poulain-Garnier. David Cormand, quand on voit les sondages et qu'on regarde le score de Yannick Jadot, est-ce que vous pensez vraiment que la préoccupation des Français, c'est toujours l'écologie? Ou est-ce que c'est parce que Yannick Jadot n'arrive pas à fédérer les Français? C'est une bonne question que vous posez. D'abord, pour les écologistes, heureusement qu'on ne s'est pas engagé en fonction des sondages. Sinon, on n'aurait jamais pris l'engagement de faire de l'écologie parce que, évidemment, les gens, historiquement, votent pas forcément beaucoup écolo. Je pense que par rapport à votre question, il y a un premier élément, c'est que, effectivement, on a assez peu parlé d'écologie pendant cette campagne. On a parlé d'identité, on a parlé de migration. Yannick Jadot a essayé de parler. Yannick Jadot a essayé de parler quand même écologie, mais pourquoi est-ce qu'il est inaudible? Alors, d'abord, je vous le dis, on n'en a pas parlé tant que ça, parce qu'on ne peut pas tout seul, nous, avec nos petits bras musclés, compenser le battage médiatique que d'autres sont à plusieurs à organiser. Et après, une campagne, c'est difficile. Donc moi, je pense quand même qu'il y a des sujets qu'on a mis sur la table qui n'auraient pas été abordés si on ne l'avait pas fait. Je pense à la question de la chasse, je pense à la question des lobbies, je pense à la question de l'agriculture, notamment de l'agriculture raisonnée. Après, c'est vrai que c'est un moment politique qui n'est pas simple, mais pas seulement pour les écologistes en réalité, pour l'ensemble de la gauche. On voit que le centre de gravité, si on veut croire les sondages, politique aujourd'hui, il est très 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 à droite. Donc on essaye de se battre autant qu'on peut. Raphaël Bardena. David Cormand, le 4 mars, Sandrine Rousseau a été exclue de l'équipe de campagne de Yannick Jadot pour l'avoir critiqué dans Le Parisien. Est-ce que dès le départ, l'intégrer dans l'équipe de campagne, c'était pas une mauvaise idée? Non, je pense que c'était une bonne idée parce que les combats que portent les écologistes et que porte Sandrine Rousseau depuis longtemps ont vocation à exister dans cette campagne. Et il y avait une volonté de tout le monde à ce que Sandrine, avec ses spécificités, porte cela. Et puis, bon, voilà, il y a eu, comme vous l'avez vu, des propos qu'elle a tenus qui étaient quand même un peu pas sympathiques pour un certain nombre de camarades. Et voilà, quand on fait campagne ensemble, on fait campagne ensemble. On fait pas campagne. Oh, mais sauf que déjà, dès lors de la primaire écologiste, elle disait qu'elle ne trouvait pas Yannick Jadot assez ferme. Est-ce que ses propos 6 mois plus tard, ils n'étaient pas prévisibles au final? Moi, je pensais pas. Je pensais, alors peut-être naïvement, en tout cas, c'est pas moi qui ai pris la décision, mais je pensais naïvement qu'en fait, quand on est encore une fois dans un combat politique, un combat électoral, on a vocation à se serrer les coudes. Et j'avais la naïveté de penser, peut-être, que dans l'action, il y aurait plus de solidarité qui se construirait que de rivalité. Bon, visiblement, je me suis trompé. C'est la vie, en politique, ça arrive. Une question de Florian Michelin. Est-ce qu'on peut vraiment se dire écologiste quand on mange de la viande et du poisson? C'est une bonne question. Vous savez, on gère tous et toutes nos contradictions. Dans l'absolu, être écologiste, ça veut dire évidemment réduire les impacts sur l'environnement et ça veut dire aussi avoir de la considération pour la condition animale. Et donc, ça impliquerait effectivement de ne pas manger d'animaux pour ces deux raisons-là. D'abord parce que les animaux, ça génère, surtout les animaux d'élevage intensif, beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, ça implique par nature une forme de maltraitance puisqu'on tue des animaux pour les manger. Après, comme je vous le disais, vous savez, la transition, elle se fait pas d'un seul coup. Moi, je veux pas que l'écologie, ça soit uniquement des interdictions. C'est une évolution, y compris de nos états d'esprit, nos habitudes. Et donc, je crois que d'abord, spontanément, les gens réduisent leur consommation de viande, même s'ils n'arrêtent pas complètement. Et donc, moi, je suis plutôt pour un glissement. Mais vous avez raison. Si on était 100% cohérent, faudrait éviter de manger des animaux. C'est vrai. Axel Revaux. David Cormand, l'objectif c'est l'élection présidentielle, mais c'est aussi les élections législatives qui arrivent juste après. Est-ce que Yannick Jadot compte, s'il n'est pas élu président de la République, abandonner son poste d'eurodéputé pour se présenter aux législatives? Alors ça, je suis pas dans sa tête, donc il faudra lui poser la question quand vous en aurez l'occasion. Après, je ne peux vous faire que la réponse qu'on fait à quelques jours d'une élection, c'est que nous faisons tous tout pour qu'il soit le prochain président de la République. Donc on verra ce que ça donne. Mais après, ses intentions, très franchement, je les connais pas. Florian Michelin. Pourquoi êtes-vous pour la légalisation du cannabis? Pour une raison de santé publique. Parce que d'abord, la question des drogues en général et du cannabis en particulier, ça doit être avant tout une question de santé publique.
Alors, j'espère que je vais pas être trop long parce que c'est un sujet qui me passionne, mais de santé publique, parce que d'abord, le cannabis, notamment, qui circule, est un cannabis qui est coupé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, quand vous consommez du cannabis, non seulement vous avez le tabac qui est pas terrible, le cannabis en lui-même qui est pas génial, mais surtout tous les additifs qu'il y a qui sont des vraies saloperies. Et puis, si vous développez une dépendance, vous êtes quelqu'un qui vous êtes un patient, vous devez suivre un traitement. Et donc, traiter par la répression une question qui est une question de santé publique, c'est une erreur. La deuxième raison, c'est une raison de sécurité. C'est qu'aujourd'hui, énormément de moyens de police sont utilisés pour la répression contre le trafic de cannabis. Très franchement, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire, les policiers. Il y a bien plus grave que le fait de vendre ou de consommer du cannabis, comme les violences faites aux femmes, comme l'insécurité, enfin les violences tout court d'ailleurs, les crimes, potentiellement le terrorisme, etc. Donc il y a une question de sécurité pour bien utiliser les forces de l'ordre, il y a ça. Et si vous me permettez, un troisième argument, financier, c'est que moi je préférerais que la question du commerce du cannabis soit dans le domaine légal, parce que ça ferait des rentrées d'argent pour l'État plutôt que d'entretenir des réseaux mafieux parallèles d'économie souterraine. David Cormand, j'ai une question de Raphaël Bardena. David Cormand, Yannick Jadot a déclaré lors de son meeting dimanche dernier que le vote utile était un mirage. Il parle du vote utile en général ou juste au premier tour ? Je pense qu'il parle du concept de vote utile sous-entendu que quand on vote, on pourrait voter de façon inutile. En démocratie, je pense que c'est un très mauvais message adressé. Et quand vous allez voter, votre vote, il est forcément utile, quel que soit le choix que vous faites. Donc ça, c'était la remarque générale, mais je vous vois venir, c'est la question du deuxième tour. S'il faut faire, par exemple, barrage ou pas à l'extrême droite, la position qui a été celle des Verts et qui sera encore celle des Verts ce coup-ci, c'est que tout doit être fait au deuxième tour pour éliminer la candidature d'extrême droite en votant pour la candidature qui lui sera opposée. Vous savez, c'est la vieille phrase. Dans une élection à deux tours, au premier tour, on choisit. Vous parlez de faire barrage à l'extrême droite, mais s'il y a un second tour entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, Yannick Jadot appellera à voter pour qui ? Vous m'accorderez que cette hypothèse est extrêmement hypothétique. Donc, je vous promets que je reviendrai. Oui, mais elle reste possible quand même. Je sais pas ce qu'on ferait. Peut-être, moi, je pense qu'on ferait peut-être consigne dans l'espace. Parce qu'il y a pas de candidature d'extrême droite dans les cas que vous donnez, c'est deux candidatures de droite. Donc, je vois pas trop ce qu'on pourrait choisir entre les deux. Après, moi, je parle pas pour Yannick Jadot. Je vous dis ce que vous serez, moi, la position à moi. Monsieur Cormand, j'ai une nouvelle question d'Axel Rebaud pour vous. David Cormand, Sandrine Rousseau, elle s'est récemment exprimée sur la possibilité d'un second tour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Elle a affirmé que même si elle ne partage pas toutes ses positions, elle appellera bien entendu à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Yannick Jadot peut en faire autant ? Vous lui poserez la question, moi je parle pas pour lui, et après vous me permettrez de vous dire que il y a un premier tour avant le deuxième tour. Et donc j'ai pas envie de jouer à de la politique fiction. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la décision que les citoyennes et les citoyens vont prendre pour le 10 avril, c'est éclairci vers leur choix au premier tour. Et puis, 15 jours plus tard, il y aura un choix à faire entre les deux candidatures qui seront sélectionnées. Donc, voilà. Moi, je me concentre sur le premier tour à ce stade, si vous me le permettez. Axel Rebaud à nouveau. Alors j'aurais peut-être une question également sur le gouvernement que va instaurer Yannick Jadot. Est-ce que Yannick Jadot compte instaurer une parité dans son gouvernement ? Oui, les Verts ont été précurseurs sur la question de la parité. Tous nos organes internes, si j'ose dire, nos bureaux, etc., sont paritaires. Quand nous avons eu pour la première fois de notre histoire un groupe parlementaire au Sénat, ça avait été aussi le premier groupe paritaire de l'histoire du Sénat. Et quand nous avons eu pour la première fois un groupe à l'Assemblée nationale, en 2012, c'était le premier groupe paritaire de l'histoire de l'Assemblée nationale. Donc il en serait de même si nous avions à nommer un gouvernement. Alors du coup, est-ce qu'on peut imaginer un retour de Sandrine Rousseau auprès de Yannick Jadot ou vraiment la scission elle est définitive ? Je sais pas, écoutez, franchement on verra. Je suis pas Yannick Jadot, je vais pas faire le gouvernement à sa place. Donc je sais pas comment ça se passerait avec Sandrine Rousseau. Je suis désolé. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par ma réponse.
Non, on n'est absolument pas déçu par vos réponses. Benjamin Poulain-Garnier. Alors, je vais revenir sur la place de l'écologie dans la campagne. On a beaucoup parlé d'écologie au sortir du confinement, comme quoi c'était une vraie préoccupation des Français, comme quoi plus rien ne serait comme avant. Finalement, c'est encore pire qu'avant. Est-ce que c'est pas une défaite de Yannick Jadot et d'Europe Écologie Les Verts quelque part? Si c'était que ça serait pas très grave. Hein. Le problème, c'est que c'est pas une défaite que pour ELV ou pour Yannick Jadot. C'est une défaite, je crois, pour nous tous et nous toutes. Parce que vous avez raison de rappeler que quand il y a eu ce confinement, vous vous rappelez, tout le monde parlait du monde d'après, effectivement, que on allait comprendre, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron disait ça, en disant voilà, quoi qu'il en coûte. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'obsession, ça a été de retrouver les repères qu'il y avait avant. Alors, ça aurait pu être l'occasion, un momentum, comme on dit, pour bifurquer, pour faire basculer, prendre conscience des limites de notre modèle de développement et en changer. Et ça n'a pas été le cas parce que les inerties sont puissantes. Alors bon, si vous voulez, on peut le reprocher à Europe Écologie Les Verts. C'est un peu injuste parce que nous sommes ceux qui, avant même cette pandémie, disons depuis longtemps qu'il faut faire autrement, que la société telle qu'elle va nous emmène dans le mur. Nous avons été à la fois clairvoyants et courageux sur tous ces aspects. Donc vous savez, on se bat avec nos armes, on n'est pas parfait, mais on essaye d'être cohérent avec nos valeurs, de convaincre de toutes nos forces le plus possible. Et vous savez, on est les premiers désolés de constater qu'on n'arrive pas à convaincre encore davantage. Donc ne nous blâmez pas trop. Raphaël Bardona. David Cormand, à la sortie de la primaire écologiste, Yannick Jadot était vu, notamment dans la presse et même à ELV, comme le possible leader de la gauche pour cette élection présidentielle. Est-ce que c'est une place qu'il n'a pas réussi à prendre ? De toute évidence, à ce stade, ça a été une difficulté. Il faut bien l'admettre. Je crois qu'on n'a pas été aidé par, en réalité, l'absence de campagne, parce qu'elle a été d'abord, je crois, inhibée par la volonté du président de la République de faire de cette élection présidentielle une simple tacite reconduction de son mandat. Puis il y a eu la guerre, évidemment, en Ukraine, qui a encore obscurci la capacité de débattre. Et en réalité, je crois que du coup, les gens, si on en croit les sondages, se sont tournés vers le trio de la dernière fois. Vous savez, c'est un peu comme aux élections régionales, ça a été les sortants et les sortantes qui ont été plébiscités. Là, en absence de campagne, il n'y a pas d'autres personnalités qui ont émergé, malgré nos efforts et l'effort d'autres. Et on retourne à ce qui était ce triangle des Bermudes de 2017, avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Personnellement, je le regrette parce que je pense que notre paysage politique a besoin d'autre chose. Donc encore une fois, on se battra et on se bat jusqu'au bout. Très bien. Pour donner cette possibilité aux Français et aux Français. Merci David Cormand. Une question d'Axel Rebaud. Vous avez parlé des inerties qui nous ont fait replonger dans le monde d'avant, juste après les confinements, donc c'était en 2020 et 2021. Est-ce que vous êtes d'accord avec, par exemple, Philippe Poutou qui dit que pour vraiment effectuer une transition écologique, il va falloir vraiment remettre en question fondamentalement le système capitaliste dans lequel on vit? Mais il faut faire plus que cela, parce que c'est pas seulement le capitalisme qu'il faut remettre en question, c'est le productivisme. Le problème d'ailleurs des forces alternatives et qui se disent anticapitalistes, c'est qu'elles ont fait deux concessions décisives au capitalisme. L'acceptation de la croissance et du productivisme. D'ailleurs, qui sont les deux faces d'une même pièce. Je vous pose cette question également, David Cormand, puisque Yannick Jadot, c'est l'un des reproches qu'on lui fait souvent, c'est que en tant que social-libéral, il remet très peu en question finalement le capitalisme comme un tout. En fait, Alors d'abord, je serais curieux de connaître votre source pour établir que Yannick Jadot serait un social-libéral. Vous-même, vous avez dit que vous étiez avant tout écologiste avant d'être de gauche. Vous avez dit que ELV est issu d'une autre gauche, pas celle marxiste qui va forcément remettre en question le capital. C'est ce que j'essayais de vous dire. Les gauches d'inspiration marxiste ont échoué à battre le capitalisme parce qu'ils ont accepté du capitalisme le productivisme et la croissance. Et ce qui nous distingue, nous, des gauches traditionnelles en tant qu'écologistes, c'est que nous sommes d'une certaine façon beaucoup plus radicaux dans la critique du modèle capitaliste. Parce que nous ne voulons pas de la croissance telle qu'elle est. Je vais finir juste ça. Je vous en prie. Et nous ne voulons pas non plus du productivisme. Donc c'est pour ça que moi je réponds souvent aux anticapitalistes, faites encore un effort, camarades. Il faut être plus qu'anticapitaliste. David Cormand, une dernière question, rapidement. Florian Michelin. C'est un sujet peu abordé, mais faut-il légaliser la prostitution en France ? Ça c'est un vrai débat sur lequel nous ne sommes pas tous d'accord chez les écologistes. Donc je suis invité pour vous répondre. Moi, personnellement, je suis pour la pénalisation des clients.
parce que je considère que l'activité de prostitution n'est pas une activité évidemment anodine et que c'est une activité voilà qui a des conséquences psychologiques, physiologiques sur les personnes. Eh bien, mais écoutez, on n'est pas tous d'accord parce qu'il y a d'autres personnes qui David Cormand, considèrent si j'ose dire, si je peux me permettre, la messe est dite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique.